Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs de ce colloque pour leur invitation, particulièrement Amélie Périchon, donc, qui a initié cette invitation. C'est toujours un plaisir quand on est comme moi depuis longtemps à la retraite d'avoir l'occasion précieuse de revoir, de rediscuter avec des formateurs, des collègues et des enseignants. Voilà, même si aujourd'hui ça va être à distance pour des raisons personnelles impératives. Alors, vous avez eu le temps de lire mon titre à l'écran. Il est très long, ça passe pas pour un article académique, c'est sûr, et il est aussi très dense en concepts. Je pense qu'on les verra au fur et à mesure de ma conférence, et il y aura toujours le petit quart d'heure de discussion à la fin, éventuellement, si vous avez des questions à poser sur ces concepts ou sur, bien sûr, autre chose. Je précise tout de suite, c'est vraiment un avertissement que je ne vais pas du tout aborder dans ma conférence les très nombreux problèmes. Alors là, on peut énumérer les adjectifs, les qualificatifs, les problèmes techniques, organisationnels, administratifs, éthiques, écologiques, idéologiques, j'en passe peut-être et des meilleurs. Tous ces problèmes que pose l'intégration de l'IA, je vais dire IA au lieu d'intelligence artificielle, et je me réfère dans ma conférence comme dans les tests que j'ai réalisés et la proposition de démarche que je vais vous présenter, je me réfère toujours en fait spécifiquement à l'intelligence artificielle générative et générative uniquement de texte. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a peut-être des technophiles avertis parmi vous, mais la génération de sons et d'images, la génération d'images en tout cas, demande énormément de temps et je pense que la relation coût-bénéfice pour la plupart des enseignants en tout cas, s'ils se lancent dans la génération de textes, d'images par l'IA, cette relation coût-bénéfice n'est pas positive, à part bien sûr des séquences d'expérimentation, mais la didactique des langues vise non pas l'innovation en tant que telle, c'est-à-dire des expérimentations ponctuelles qui vont rester isolées et qui vont se perdre, qui ne vont pas se diffuser. La didactique des langues ne vise pas l'innovation, mais le changement, c'est-à-dire une modification relativement générale et pérenne des pratiques ordinaires des enseignants. Je pense que cette distinction est absolument nécessaire. Elle a toujours été nécessaire à faire pour toutes les technologies que l'on a vu apparaître au cours de l'histoire de la didactique. Et je pense qu'elle est particulièrement importante actuellement parce que l'IA permet à n'importe qui, et quand je dis n'importe qui, excusez-moi, je pense aux enseignants, mais les enseignants ne sont pas n'importe qui. L'IA permet de générer très facilement une masse énorme d'exercices ponctuels. Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que cela permet en termes de modification, encore une fois généralisée et pérenne, des pratiques ordinaires de l'ensemble des enseignants? Voilà, c'est une question. Vous avez compris déjà quelle est ma réponse. Voilà, je n'aborderai pas non plus tous ces problèmes que je viens de citer, tout simplement parce que c'est vraiment une particularité par rapport à l'histoire des technologies dans l'enseignement des langues. C'est vraiment une des particularités du moment que l'on vit, c'est que cette nouvelle technologie, l'IA, euh, et les articles qui leur sont consacrés et même les expérimentations insistent énormément, presque tous et fortement, sur les risques et les usages et les risques et les enjeux de cet usage. Sans doute parce que c'est une technologie qui a déjà montré justement ses limites et ses risques dans la vie quotidienne, aussi bien des enseignants que des apprenants. Mais c'est un aspect très positif. Alors, je vais, voilà, si vous voulez, les différentes parties de mon intervention. Je vous laisse lire ça à l'écran, vous l'avez déjà lu. Vous noterez peut-être que j'ai utilisé la démarche inverse, la démarche de présentation, c'est-à-dire que je commence par la pratique. Mais je pense que ce ne sera pas un scoop pour vous si je vous dis que la pratique permet de comprendre la théorie. Je vais même plus loin personnellement. Une de mes références épistémologiques en didactique des langues culture, c'est Richard Rorty, qui est un philosophe que vous connaissez peut-être, un philosophe représentatif du mouvement philosophique qu'on appelle le pragmatisme. Et il a une formule que je fais tout à fait mienne et que je vais appliquer dans cette conférence, qui est, j'ouvre les guillemets, la théorie est un auxiliaire de la pratique. C'est cette idée-là que je vais mettre
en œuvre ici, parce que je considère, si vous voulez, que c'est vraiment une vérité profonde qui vaut pour les enseignants et pour les formateurs d'enseignants. Et donc, comme annoncé, je commence par un exemple de pratique de mise en œuvre en classe. Vous avez la référence en bas de l'écran. Émilie Perrichon vous a déjà présenté mon site et m'a dit que et vous a dit que vous pouviez accéder librement, télécharger librement tous les documents qui s'y trouvent, qui sont à peu près, sauf oubli de ma part, toutes mes productions académiques. Et donc, exceptionnellement, quand même, je vais vous lire cette diapositive parce qu'elle est importante. Il faut l'avoir en tête, si vous voulez, pour comprendre la démarche que je pour, pour comprendre la théorie que je vais mobiliser par la suite. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà la démarche. La classe entière prend connaissance de l'ensemble de la nouvelle unité didactique du manuel et discute des opérations possibles de différenciation didactique. Les élèves se regroupent en fonction de leur choix. Avec au besoin l'aide et le guidage de l'enseignant, les élèves par groupe fournissent à l'IA pour chaque requête d'augmentation méthodologique en fichier joint, d'une part, l'extrait ou les extraits du manuel sur lesquels ils ont décidé de faire porter la différenciation, et ensuite, là où les modèles d'analyse et d'élaboration didactique qui vont permettre à l'IA de générer des propositions différentes. J'ai mis modèle d'analyse et d'élaboration didactique en gras parce que, bien entendu, je vais enchaîner très vite sur la présentation justement de ces modèles et de leur utilisation. Les groupes décident de leurs activités, ils les présentent au groupe classe en les motivant. Et enfin, après la réalisation des activités différenciées, la classe entière et l'enseignant en font le bilan général et en tirent les leçons pour l'unité didactique suivante du manuel. Bon, là, on applique les grands principes de toute pédagogie active. Voilà. Alors, euh, je vous disais que je n'allais pas présenter au départ de théorie, mais je suis quand même obligé de vous présenter un petit point. Je ne sais pas si c'est de la théorie ou de l'abstraction, mais en tout cas, cette abstraction-là, elle est reliée à un certain nombre de théories et de théoriciens. C'est la différence donc entre ce qu'on appelle un modèle pratique et un modèle praxéologique. Voilà une définition que je vous propose, une définition personnelle de ce concept. Elle me paraît assez consensuelle en philosophie et en pédagogie. Ça remonte à Aristote, mais je ne vais pas y remonter jusque-là, ne vous inquiétez pas. Je ne vais même pas parler de Marx, mais pour ceux qui connaissent un peu la philosophie politique, c'est vraiment un concept fondamental de Marx. Et on peut se contenter, si vous voulez, de commencer par un philosophe d'origine grecque, mais français, qui a beaucoup été, et c'est ce qui m'intéresse, qui a beaucoup été mobilisé dans les années 70, ça me rajeunit, par les représentants de ce qu'on appelle les pédagogies émancipatrices ou les pédagogies actives de ces années 70, par exemple Houreau, Lobreau, Lapassade, des auteurs qui se réclament de l'autogestion pédagogique. Et la notion de gouvernement, j'ai pas nommé du coup ce philosophe grec, il s'appelle Cornelius Castoriadis. Et la notion de co-gouvernance que vous avez dans mon titre, dont je vais reparler bien entendu, la notion de co-gouvernance renvoie à cette tradition pédagogique. J'aurais pu parler de co-gestion, mais vous voyez tout de suite comment le concept de co-gestion a été accaparé complètement, mais c'est son origine, par la pensée gestionnaire en économie. Mais il y a des relations très étroites entre l'évolution des modèles en économie et l'évolution des modèles en didactique des langues. Je crois bien avoir écrit un article là-dessus. Alors, la définition d'un modèle, c'est là que la différence entre pratique et praxéologique est importante. Un modèle dans le sens praxéologique et non pas pratique, un modèle, c'est le résultat d'une modélisation, et cette modélisation, c'est donc une construction abstraite qui vise, excusez-moi, je lis parce que c'est un peu une définition abstraite, qui vise à représenter la cohérence sous-jacente à des pratiques empiriquement diverses et des pratiques susceptibles. Alors, pardon, excusez-moi, vous voyez pourquoi j'aurais dû me contenter de lire. Et donc, la construction est susceptible d'être actualisée de multiples façons dans des contextes d'intervention situés. Si vous voulez, la modélisation, c'est le résultat d'une synthèse de pratiques extrêmement diversifiées parce qu'elles sont variées, locales, ponctuelles,
Et à l'inverse, cette synthèse-là permet en retour à n'importe quel enseignant de générer des pratiques extrêmement diversifiées. En quelque sorte, la diversification des mises en œuvre est encapsulée dans un modèle qu'on va appeler une modélisation, le résultat d'une modélisation ou une modélisation ou un modèle praxéologique. Voilà, donc qu'est-ce que j'appelle la praxéologisation? C'est ça, je vais lire pour pas refaire la même bêtise, désigne le processus par lequel le modèle formé par abstraction est à l'inverse approprié, interprété et actualisé par des acteurs dans la praxis, donnant lieu à des formes de pratiques diverses mais cohérentes entre elles. Vous avez peut-être remarqué, là je m'adresse aux étudiants, qu'on vous donne par exemple des exemples de pratiques, mais il ne marche effectivement que si vous avez compris à travers ou au-delà de cet exemple le modèle sous-jacent, le modèle praxéologiste sous-jacent, qui va vous permettre justement ensuite de l'adapter. Par rapport au modèle pratique, ce que fait un enseignant expérimenté dans ses classes, c'est pas une adaptation de modèle pratique, c'est une praxéologisation de la modélisation, de ces modèles qui encapsulent encore une fois la potentialité de la praxéologisation. Bien, je renvoie, pour ceux qui seraient intéressés à cette partie-là, je renvoie à cette publication sur mon site, qui est donc un essai sur la modélisation en didactique des langues, et vous y trouverez bien sûr énormément d'exemples de modèles d'exemples de modèles. Le développement de l'argumentation que je viens de vous présenter, que un enseignant n'applique pas des modèles pratiques, mais en quelque sorte, il praxéologise des exemples de modèles qu'on lui a donnés. Si vous êtes intéressé par cette idée-là, eh bien vous avez la deuxième référence 2025E sur mon site. Tout ça, c'est dans la rubrique qui s'appelle Mes travaux. Voilà. Alors, voilà quelques paramètres de praxéologisation de la démarche que je propose. Vous avez compris que la praxéologisation, apparemment, c'est de l'adaptation, mais en fait, c'est une extraction à partir du modèle praxéologiste ou de la modélisation, c'est une extraction de pratiques situées par rapport à l'ensemble de l'environnement dans lequel se situe l'enseignant. Alors, j'avais prévu de commenter chacun de ces items, et j'ai hésité. Quand j'ai relu mon petit truc ce matin encore, je suis toujours comme une truie qui doute, comme dit le titre d'un texte, d'un ouvrage connu en didactique des langues et en pédagogie. Voilà. Est-ce que je vous commande chacun de ces thèmes? Vous avez eu le temps de les voir à l'écran. Je pense que avec un minimum d'expérience d'enseignement, voire d'apprenant, vous voyez très bien à quels paramètres de praxéologisation renvoient ces différents titres. Okay, le plus important peut-être, c'est sur le dernier exemple, le modèle d'analyse. Je vais vous présenter, donc je vous avais vu sur ma démarche, à chaque requête, il y a à la fois l'extrait du manuel et il y a un modèle que j'appelle modèle d'analyse et d'élaboration didactique. Donc ces modèles-là demandent à être présentés de façon spécifique. La photocopie de la partie du manuel, je pense pas que ce soit nécessaire. Je vous signale juste au passage seulement que les systèmes d'IA, en tout cas ceux que j'ai utilisés, ChatGPT et Perplexity, n'ont pas besoin que vous fassiez de la reconnaissance de caractère sur les images que vous scannez du manuel. Ils le font eux-mêmes, c'est bien pratique. Alors voilà, je vais vous présenter à titre d'exemple de modèle, comme je dis, d'analyse et d'élaboration didactique, je vais vous présenter un que je ne vais pas utiliser ici, tout simplement parce qu'il est peut-être plus évident d'utilisation, mais j'ai une conférence que j'ai faite en 2025 à l'université de Taïwan en anglais, mais c'est un collègue turc anglophone qui m'avait prêté sa voix, et DeepL Translator qui m'avait prêté d'ailleurs sa traduction aussi. Vous voyez, ça vous indique le niveau d'anglais que j'ai personnellement. Je suis hispaniste de formation initiale.
Donc, voilà un modèle de ceux qui vont pouvoir être joints justement à ces requêtes d'augmentation didactique faites par les enseignants et les élèves. Je l'ai appelé procédure standard d'exercisation, mais vous voyez que tout à l'heure, tout de suite, je vais passer de la notion de procédure à celle de processus. Alors, cette procédure standard, je vous la présente rapidement. Vous voyez, c'est une sorte, je l'ai représentée sous une forme d'échelle, parce qu'il s'agit en fait de montée progressive en complexité cognitive. Depuis la reproduction à l'identique, on a une phrase sous les yeux, on la relit, ou on la répète de mémoire, c'est la reproduction. Et tout objectif final de certaines formes langagières qui ont été choisies par l'enseignant, parce qu'elles font partie de sa progression linguistique, doit arriver de la simple reproduction en un seul mot à la re-production, vous voyez en haut, reproduction, ce qu'on appelle le réemploi spontané. Re-production, c'est-à-dire production d'un nouveau message personnel en situation de communication ou en situation d'action. Et puis, vous connaissez sûrement ces différents stades, ces différents niveaux de difficultés cognitives qui, pour ceux qui connaissent la taxonomie de Bloom, d'ailleurs, j'ai fait ce modèle il y a très longtemps, à l'époque de la préparation des recherches sur mon histoire des méthodologies, et il s'est trouvé que bien des années après, parce que je n'ai pas de formation pédagogique de base, bien des années après, j'ai trouvé les correspondances évidentes entre cette procédure et la taxonomie de Bloom, qui est une taxonomie justement de montée en complexité cognitive, en difficulté donc pour les élèves. Alors je vous disais que c'est présenté comme une procédure. Voilà, ce que vous avez devant les yeux, c'est effectivement une procédure. On commence par un bout et on prend phrase par phrase, marche d'escalier par marche d'escalier, jusqu'à arriver en haut, qui est l'objectif. Mais c'est évident que cette procédure, elle ne marche dans les classes, elle n'est utilisable dans les classes que si elle est praxéologisée. En d'autres termes, vous n'allez pas systématiquement pour chaque forme langagière nouvelle, et même pour les formes langagières nouvelles qui apparaissent dans le manuel, dans l'unité du manuel pour la première fois, vous n'allez pas, ou en tout cas très rarement, utiliser toutes les composantes de cette procédure. Je prends un exemple. Si certaines formes langagières, par exemple, c'est un concept qui date de la méthodologie audiovisuelle française dans les années 60, certaines formes langagières vont être choisies pour être l'objet de ce qu'on appelle une acquisition globale. C'est-à-dire, on va se contenter justement de la reproduction. Et puis on en reviendra éventuellement, on enchaînera sur la reconnaissance et la conceptualisation qu'éventuellement plus tard, parce que justement, on considère que le coût de la prise de conscience du fonctionnement de cette forme langagière serait trop élevé par rapport aux compétences langagières de l'apprenant à ce moment-là, ou par rapport à c'est la même chose d'ailleurs un petit peu, c'est lié, ou par rapport à ses capacités de réemploi individuel. Parce que le réemploi, c'est l'élève lui-même qui doit l'utiliser spontanément. Donc il doit avoir le plus haut niveau justement de maîtrise d'une forme langagière. Et donc, vous voyez, on va se contenter parfois de ne faire que de la reproduction. N'importe quel enseignant, je pense même débutant, s'il se rend compte que les élèves n'arrivent pas à conceptualiser la règle, la conceptualisation, eh bien, vont revenir sur le repérage et éventuellement en refaisant réfléchir sur le même corpus ou plus. Et là, on est sur un cas d'augmentation méthodologique. Il va augmenter le nombre d'exemples du corpus de façon à faciliter la conceptualisation par les élèves. Bon, ensuite, vous avez l'application. On applique ce qu'on a conceptualisé. On ne peut pas avoir d'application sans conceptualisation. Et à l'inverse, ça n'a pas de sens de faire conceptualiser si aussitôt, ou du moins à un certain moment, pendant lequel les élèves n'ont pas eu le temps d'oublier la conceptualisation, eh bien, on passe à l'application. Si les élèves n'appliquent pas, on va revenir à la conceptualisation. S'ils n'arrivent pas à faire un exercice intensif d'entraînement, eh bien, on va voir d'où vient le problème. Le problème peut se situer au niveau de l'application, au niveau de la conceptualisation, et il y a même des élèves, ça va pas vous surprendre si je le dis, qui se disent au moment où vous leur faites un exercice d'entraînement, ah mais monsieur, mais on n'a jamais vu ça.
Voilà, ils sont même plus capables, si vous voulez, de faire de la reconnaissance et du repérage. Autant vous dire que l'enseignant, généralement, il pousse les élèves derrière pour qu'ils montent les marches, mais il y en a constamment qui redescendent les marches de l'autre côté, si vous me permettez de filer la métaphore. Voilà. Alors, vous voyez l'application. Si par exemple l'enseignant décide, ou les élèves eux-mêmes, parce que c'est quand même ça c'est quand même ça le but, c'est l'autonomisation des élèves. Ils se disent bon, c'est très joli là, on nous propose un exercice d'entraînement là sur telle structure de cette unité didactique, mais on l'a pas vu, hein. On l'a pas vu. Ah bah si on l'a vu, bah oui, mais on s'en rappelle plus comment ça fonctionne. Et donc ce modèle-là, dans le texte de 2016C là que vous avez en bas, hein, dans ce texte, bien sûr, il n'y a pas seulement il n'y a pas seulement ce schéma, il y a l'explication de chacune de ces phases et une exemplification détaillée de chacune de ces phases pour que l'intelligence artificielle, justement, ait les données nécessaires pour ensuite mouliner sa simulation de réponse. Ok. Voilà, je me rappelle plus du coup de quoi j'étais en train de dire là. Voilà, oui, les élèves vont pouvoir donc photocopier par exemple une série d'articles d'une unité didactique et dire à l'intelligence artificielle, bon, voilà, à partir de ce modèle-là, qui est un modèle complet, exhaustif, à mon avis en tout cas, euh, eh bien, proposez-moi d'autres exercices d'entraînement ou d'autres exercices de conceptualisation ou proposez-moi une séquence, parce que là on est sur une synthèse, par exemple, concernant un problème morphologique et de réemploi important. Je prends l'exemple du subjonctif, par exemple, en français, mais ça marche aussi pour l'espagnol. Je ne vais pas me mêler de l'anglais. Euh, eh bien, le système d'IA va donc pouvoir générer une série d'exercices progressifs sur le problème grammatical que certains élèves vont pouvoir, qui intéressent certains élèves et qui vont pouvoir se réunir en groupe justement pour travailler à cette augmentation méthodologique avec l'aide de l'IA. Alors, l'IA en fait fonctionne. Vous vous rappelez le titre de mon modèle, modèle d'analyse et d'élaboration didactique. L'assistant, l'IA fonctionne comme assistant d'analyse didactique. D'ailleurs, si vous avez remarqué, même si vous vous lui demandez, normalement, moi je travaille encore une fois avec ChatGPT et Perplexity. Je vous signale au passage, Perplexity a quand même un énorme avantage en termes de recherche didactique, c'est qu'il cite systématiquement ses références. Et donc ces réponses sont beaucoup plus succinctes, moins développées que ChatGPT, mais par contre, vous pouvez vous-même aller plus loin en exploitant les références qu'il vous donne. ChatGPT peut le faire aussi, mais il faut lui demander en plus de donner les références, quoi. Voilà. Bon, mais c'est comme pour les couleurs, certains vont préférer l'un des systèmes et les autres l'autre. Moi, j'utilise les deux tout simplement parce qu'au bout d'un certain moment, ChatGPT me dit vous êtes bien gentil, mais vous n'avez pas payé votre version pro, donc vous ne pouvez plus rien faire avant demain matin. Donc là, si je suis pressé, je passe à Perplexity. Ça a été d'ailleurs le cas pour la préparation de cette conférence. Voilà. Alors, il se trouve, si vous voulez, que j'aurais pas dû passer ça tout de suite parce que vous êtes en train de le lire, mais vous faites bien. Il se trouve, si vous voulez, qu'à un certain moment, j'ai fait une erreur. J'ai demandé à ChatGPT de me faire une analyse des propositions didactiques et j'ai oublié de lui joindre le fichier. Alors il me dit, bah voilà, très poliment, il me dit, encore une fois, vous avez oublié, mais vraiment vous êtes bête. Non, il dit, vous pouvez joindre les documents à votre requête, je pourrai les lire, les analyser, les commenter. Et vous voyez ce qu'il propose ici de faire. C'est toute une série, effectivement, de, de, de d'opérations, de simulations, parce que bien sûr il ne réfléchit pas lui-même, qui relèvent quand même de l'analyse didactique. Et puis il peut aussi fonctionner comme assistant d'élaboration didactique. Et dans le modèle que je vous propose, on le fait travailler en tant qu'assistant d'élaboration didactique. Mais spontanément, vous l'aurez peut-être remarqué si vous avez déjà fait ce type de test, spontanément, pour se justifier entre guillemets, mais vous voyez, je personnalise l'IA, mais c'est une facilité de langage, si vous voulez, quoi. Je ne vais pas parler de simulation à chaque fois. L'IA, très souvent, lorsque vous lui
lui demander de faire des propositions qui sont un peu complexes. Elle commence en quelque sorte, encore une fois entre deux paires de guillemets, de se justifier, et elle se justifie justement en faisant ce type d'analyse didactique auparavant. Voilà, regardez bien Émilie Perrichon maintenant, et je pense qu'elle aura souri. Oui, j'espère en tout cas qu'elle n'aura pas fait de grimace, parce que j'ai présenté là la caratula, comme on dit en espagnol, la page de garde, la couverture, voilà, la couverture d'un manuel dont elle a été l'un des auteurs. Il y avait 3 auteurs et moi j'ai fonctionné comme conseiller pédagogique, je crois que c'est le titre que l'éditeur avait utilisé en l'occasion, pour l'occasion, version originale. C'est un des premiers, à mon avis, c'est un peu prétentieux de le dire puisque j'étais le coordinateur pédagogique ou le conseiller pédagogique. C'est un des premiers manuels de français langue étrangère que personnellement, encore une fois, je considère comme commençant véritablement à intégrer la perspective actionnelle. Version originale 4 est de ce point de vue-là plus aboutie, à mon avis. Version originale 4 va jusqu'au point extrême qu'il est possible d'atteindre en termes de conception de l'unité didactique en termes de mini-projet. Parce que c'est presque contradictoire, si vous voulez. Un projet, par définition, demanderait l'appropriation immédiate, la conception même du projet doit être faite par les élèves eux-mêmes. Or, un manuel, justement, une de ses fonctions, c'est de prédéterminer certaines tâches, de prédéterminer les documents qui vont être utilisés pour préparer la tâche, de prédéterminer les différentes formes linguistiques qui vont aider les élèves à la production finale de leur mini-projet. Donc vous voyez, toutes ces fonctions du manuel, en fait, sont totalement opposées à la démarche pure de la démarche de projet, qui est que les élèves s'approprient leur projet dès le départ en décidant déjà de la production finale qu'ils vont réaliser, en allant chercher la documentation, en repérant les formes langagières dont ils ont besoin, etc. Voilà. Alors, l'expérience les 2 tests que je vais vous proposer d'augmentation méthodologique, donc ne vont pas porter sur des formes langagières, le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, mais sur un autre modèle qui est un modèle de traitement didactique des documents. Donc, vous avez cette unité didactique. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais moi-même, je n'arrive pas à lire en bas. Pour cela, voilà, assis. Voilà. À la fin de cette unité, nous réaliserons un débat d'idées sur la décroissance et où nous déciderons de la seconde vie d'un objet. Bon, dans ce manuel, il y a toujours une tâche finale où l'objectif du projet est une action qu'on va dire réaliste, et puis une autre action qui est une action disons, un peu plus ludique, plus imaginative. Là, c'est imaginer la seconde vie d'un objet, mais vous voyez que la première tâche proposée, par contre, est très sérieuse, un débat d'idées sur la décroissance. Voilà. Alors, dans toute unité didactique en perspective actionnelle qui se respecte, les documents dits authentiques sont des documents qui sont regroupés dans une rubrique, dans une partie essentielle de l'unité didactique qui est la documentation. C'est dans cette documentation que les élèves vont pouvoir choisir les documents qui les intéressent, et à l'intérieur de ces documents-là, ce qu'ils vont repérer, ce sont uniquement, dans la perspective actionnelle, uniquement les éléments qu'ils pensent pouvoir réutiliser, exploiter pour leur production finale. Alors, cette rubrique documentation, elle est appelée à la recherche de l'information dans ce manuel. Je vous ai fait un montage de l'unité de façon à vous mettre les textes un peu plus gros. J'espère qu'ils sont lisibles, peut-être pas du fond de la salle, je m'en excuse, mais vous voyez que les 2 documents de la documentation, ce sont ceux-là. Donc, vous avez un premier document, Planète Terre. En fait, c'est un montage qui présente une vidéo
sur le thème avec des témoignages, si vous voulez, de gens qui se sont lancés dans la décroissance. Voilà. Et puis le deuxième texte, Anatomie du monde, comme le titre l'indique, est un texte fabriqué lui aussi, mais réaliste, et qui résume un petit peu la définition que les sociologues appellent la décroissance et les décroissants. Voilà. Et sur cette même page, eh bien voilà les deux questions qui sont posées. Actuellement, on parle beaucoup de décroissants. À votre avis, qui sont-ils? Que veulent-ils? Vous voyez que là, c'est de la bonne pédagogie active, c'est-à-dire qu'on commence sur un thème donné par solliciter les apprenants pour qu'ils disent déjà ce qu'ils connaissent ou ne connaissent pas éventuellement. C'est une manière de les impliquer déjà dans la thématique, de les motiver en disant vous connaissez déjà des choses. Et c'est aussi un modèle pour l'enseignant, c'est une autre fonction de ce type de questions initiales. Ça sert aussi à l'enseignant d'évaluation diagnostique. Qu'est-ce qu'ils savent déjà, qu'est-ce qu'ils ne savent pas. Voilà. Donc on est quand même sur l'information. La question A est une question d'extraction d'informations, même si ça vient directement des élèves. Et puis ensuite, la question B, c'est toujours une question d'extraction d'informations, mais cette fois-ci à partir du texte. Lisez les textes et soulignez les mots-clés qui définissent les décroissants. Votre réponse correspondait-il à cette définition? Point final, si vous voulez. Voilà les seules deux questions qui sont encore une fois d'extraction d'informations, qui sont tout à fait logiques dans la perspective, excusez-moi, valga la redundancia, comme on dit en espagnol, dans la perspective de la perspective actionnelle, ou dans une perspective actionnelle, tout simplement. Si on est, alors ça, c'est la logique que j'appelle documentation. La logique une logique de traitement de texte, c'est une logique qui va commander, en fait, la manière dont vous allez faire travailler les élèves sur le texte. Là, on est sur une logique que j'appelle documentation. Vous avez compris pourquoi je vous ai parlé de la fonction de la documentation dans la pédagogie de projet. Si on avait été dans une logique support, on aurait peut-être commencé par la même question. Qu'est-ce que pour vous la décroissance? C'est presque une obligation de pédagogie active, si vous voulez. Mais ensuite, on serait passé directement à qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Est-ce que vous seriez prêt à adopter ces comportements? Pourquoi? Échanger par groupe de deux. C'est-à-dire que les auteurs du texte ne vont pas flécher l'extraction de documentation, c'est le professeur qui va s'en charger et il va le faire un minimum pour que les élèves, le plus rapidement possible, se mettent à parler entre eux. Voilà, donc l'exploitation du texte, vous voyez, c'est la logique que j'appelle la logique support. Support, c'est-à-dire support à échange le plus immédiat et spontané, entre guillemets, possible, des élèves entre eux sur le texte. La logique support de l'approche communicative qui s'oppose à la logique documentation, donc de la perspective actionnelle. Et puis vous avez, il y en a 7 en tout, hein, voilà. Je vous présenterai d'ailleurs un modèle tout à l'heure des 7 logiques documentaires qui regroupe ces différentes logiques, documents, supports, etc. Et puis vous avez la logique, alors, excusez-moi, la logique documentation, comme on a vu au départ, est une logique post-communicative. On vient de voir la logique communicative. Et puis il existe aussi, et très fortement dans la tradition de l'enseignement des langues vivantes en France, il existe une logique document, que j'appelle document, qui remonte à la méthodologie active ou directe et active pré-communicative, et dont je vous présente maintenant, si vous voulez, excusez-moi, je vais encore une fois trop vite, voilà les 7 logiques documentaires dont je venais de vous parler justement. Hein. Et donc, on vient de voir la logique documentation, la logique support, et je viens de vous parler de la logique document. Et donc, la logique document, voilà justement en détail à quoi elle correspond. Et on va retrouver une série de tâches, se préparer, repérer, analyser. Bon, vous lisez la suite. J'aurais pu très bien les mettre sur une échelle aussi, sur un escalier, même si quand même là c'est vraiment beaucoup plus processuel que procédural, parce que c'est en fait le document qui va imposer ce sont des opérations cognitives aussi, par quelle opération cognitive on va commencer, par quelle autre, etc. Et des relations extrêmement complexes entre les différentes opérations cognitives, mais quand même, vous voyez que préparer et repérer, ce sont des opérations plutôt initiales, quoi, forcément. Hein.
Et parce qu'on ne peut pas analyser et interpréter si on ne sait pas ce qu'on doit analyser, ce qu'on doit interpréter, ni extrapoler, etc. Donc il faut forcément faire du repérage au début. Et puis, transposer, prolonger, vous voyez très bien aussi que ce sont des activités plutôt terminales, quoi. Plutôt terminales. Voilà. Cette typologie, je l'ai faite aussi à partir d'une analyse historique des différentes consignes et questions qui sont posées sur les manuels. Et j'ai pris les manuels de plusieurs langues à partir du début du XXe siècle. Et, surprise, comme on dit en anglais, même surprise, une fois que j'ai eu découvert la taxonomie de Bloom, je me suis dit qu'il y avait quand même de sérieuses homologies entre ma typologie des tâches en logique document et la taxonomie de Bloom. Alors, euh, cette logique document, elle vise, vous avez compris, à l'exploitation maximale, et je pense que de la même manière qu'on ne va pas appliquer la procédure standard d'exercisation systématiquement et immédiatement, de la même raison, si vous voulez, appliquer toutes ces tâches sur dès qu'on voit un document qu'on veut analyser, qu'on veut travailler de façon un peu approfondie, ce serait pas une application systématique de cette logique, ce serait une application beaucoup trop systématique, si vous voulez, quoi. Là aussi va jouer ce que j'appelais tout à l'heure, mais là vraiment à fond, la praxéologisation. Et la difficulté de la préparation du traitement didactique des textes pour un enseignant, ça vient du fait que l'opération de praxéologisation est vraiment encore plus fondamentale, si vous voulez, hein, parce que il s'agit d'un processus. Les élèves n'interprètent pas, on revient à l'analyse, on se rend compte qu'ils n'ont pas repéré les bons éléments du texte qui leur permettent d'analyser, on revient à repérer. Les élèves sont pour une fois, ils sont intéressés par le texte tout de suite. Ah bah oui, ça se passe pas comme ça chez nous. Ils sont déjà à la comparaison. Vous n'allez pas leur dire attention, le modèle d'analyse partage de Puren, la comparaison, ça se fait plus tard. Attendez un peu. Vous allez dire très bien. Vous allez les suivre un petit peu, quitte à revenir sur une comparaison beaucoup plus raisonnée. Après qu'ils aient eu fait, qu'ils auront eu fait, eh ben oui, c'est ça la forme verbale, hein, les différentes tâches précédentes qui leur sont nécessaires du point de vue de l'assurance cognitive, si vous voulez. Alors, je ne vais pas présenter chacune de ces opérations cognitives. Je vous renvoie au document que vous avez en bas. Je vais me contenter, si vous voulez, de préciser ici, ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire uniquement la tâche analysée. Je ne vais pas lire non plus, mais vous voyez, toutes les tâches du modèle, elles sont ensuite détaillées de la même façon. Je donne la définition, je donne les objectifs correspondants de l'opération cognitive ou de la tâche, si vous voulez, et puis je donne une série d'exemples correspondants. Si vous lisez ce document, je pense que je le dis dans les avertissements, mais il vaut mieux le répéter, les différentes questions ou consignes qu'il y a ensuite, ça ne vient pas du même texte, hein, sinon il y aurait un problème vraiment de cohérence de ma part, hein. Ce sont des exemples de consignes ou de textes, de consignes ou de questions qui sont tirées de textes différents et qui pour moi correspondent à exemplifient de bonne manière ce que l'on peut appeler analyser un texte. On reviendra sur la question, mais il y a un certain nombre de questions là qui vont relever, par exemple, de l'éducation aux médias et à l'information. Il y a un certain nombre de textes de consignes aussi qui ne seraient pas rejetés par un enseignant en sociologie. Et donc j'annonce un petit peu ce que je vais vous dire à la fin de la conférence, c'est-à-dire que mon modèle, et justement parce qu'il y a des modélisations didactiques, vont permettre de comparer les différentes modélisations, les différents modèles d'analyse et de propositions didactiques entre des disciplines différentes. Et donc ça permet d'aller sur le thème que vous connaissez bien de l'interculturalité. Voilà. Alors, je reviens sur le document de version originale 3 que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous voyez la requête que je vais faire. C'est la requête qu'il faudra que les étudiants, que les enseignants, excusez-moi, que les apprenants intéressés à travailler ce texte dans ce manuel, non pas en perspective actionnelle, mais en logique document,
ce serait la requête qu'il devrait être capable de rédiger de façon justement à avoir des propositions d'augmentation méthodologique. Vous avez compris que le traitement méthodologique de la logique document est bien augmenté par rapport à la logique documentation et à la logique support. Voilà. Donc on est sur un cas d'augmentation méthodologique. Voilà, vous avez eu le temps, j'espère, de lire la requête. Je ne vais pas pouvoir continuer à lire comme ça parce que je vois que le temps passe et que Émilie, bien sûr, bien vite va me dire attention, le temps passe. Je vais me contenter. Alors voilà toutes les réponses que m'a donné ChatGPT à partir de cette requête. Ok. Je vais me contenter de lire uniquement la première réponse pour chacune des opérations cognitives. Et puis, vous savez lire déjà en diagonale, et vous l'avez déjà fait peut-être pour les différentes questions ou consignes de se préparer. Voilà, se préparer. Avant de lire ces documents, que signifie pour vous décroissance et quelles images ou exemples concrets vous viennent à l'esprit? On voit que ChatGPT, c'est les Américains qui sont derrière, hein, parce que c'est un type de pédagogie très, les questions préalables, la mobilisation des élèves sur ce qu'ils savent déjà de la thématique, c'est vraiment, je pense que si Claire Tardieu est là, elle ne me contredira pas, c'est vraiment c'est très fort dans la pédagogie anglo-saxonne, hein, de commencer vraiment par solliciter les élèves. Alors qu'en France, on a parfois la tendance, et moi-même lorsque j'étais enseignant, à partir directement sur ses idées à soi, quoi. Voilà, se préparer, repérer, relever dans le programme télévisé, donc c'est le deuxième texte, hein, de, de, de couture sociologique, hein, relever dans le programme télévisé les informations qui présentent la décroissance comme une nouvelle tendance, formulation, tournure, choix de temps, adjectif, etc. Bon, là, on est, vous voyez, le modèle document est un modèle qui a été fabriqué au départ pour l'exploitation des textes littéraires. Et c'est pas un hasard si on retrouve ce premier type d'activité de repérage. Par contre, vous avez ensuite des repérages qui sont beaucoup plus ponctuels, comme la deuxième proposition. OK? Voilà. Et puis, analyser. Et encore une fois, c'est là que je voulais vous lire ça, mais je ne vais pas le lire, pour vous montrer qu'il y a là-dedans très certainement des questions et des orientations d'analyse qui permettent de faire la passerelle entre, bien entendu, les différentes langues, mais c'est même pas la peine d'en parler, hein. Je suis en train de parler de didactique générale des langues. Et si je prends un exemple de français langue étrangère, c'est uniquement comme exemple. Ça marche pour l'espagnol, ça marche pour l'anglais, ça marche pour l'arabe, etc. Donc voilà les différentes questions qui là pourraient parfaitement être posées, pas uniquement les seules bien entendu, et peut-être avec une préparation tout à fait différente et des objectifs quand même sensiblement différents, mais des questions ou des consignes qui pourraient être données par des professeurs d'EMI, d'éducation aux médias et à l'information, et excusez-moi, voilà. Ou par des sociologues ou par aussi des enseignants qui sont dans une séquence d'éducation civique et morale. Ok. Voilà. Interpréter. Que révèle, selon vous, la mise en avant de ces reportages en prime time dans une rubrique consacrée au phénomène sur la place de la décroissance dans les médias français? Voilà, ça, je vous parlais d'éducation aux médias et à l'information. Vous voyez, c'est une question quand même qui est de facture relativement proche de ce qu'on peut faire dans ce type de séquence. Extrapoler. À partir de ces documents, quelles caractéristiques générales du mode de vie décroissant pouvez-vous dégager? Ça, c'est vraiment une question type, si vous voulez, de type extrapolation. Dans l'interprétation, on mobilise des connaissances extérieures pour expliquer le texte. Dans l'extrapolation, on exploite le texte pour découvrir ou faire des hypothèses sur des connaissances extérieures au texte. Ce sont les deux mouvements inverses. Réagir, voilà. Ensuite, juger, comparer. Bon, je passe vite parce que vous êtes habitués à ce type d'opération cognitive demandée de la part des élèves. Transposer, globalement, c'est et vous. Voilà. Et puis, prolonger. Je vous laisse lire un petit moment, 10h08, les différentes propositions de prolonger. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ça n'est pas la prolongation habituelle de la méthodologie active, de la logique document.
Dans la logique document, prolonger, c'est généralement, en tout cas en premier cycle, reprendre quelques idées du texte pour les commenter personnellement, on est plus là sur la réaction, ou résumer ce qui a été dit pendant la classe sur tel point du texte, ou transposer, est-ce que ça vous est arrivé, etc. Okay, donc on est plus en prolongation en méthodologie active scolaire, on est plus sur des questions qui vont solliciter personnellement le vécu des élèves, comme on dit. Voilà. Alors que là, ces prolongations-là, ça vient très certainement chez Perplexity de toutes les questions que je lui ai posées auparavant, qu'il a dû garder dans sa bibliothèque. Et il sait que je suis un maniaque de la perspective actionnelle. Alors voilà, pour me faire plaisir, en prolongation, il a mis perspective actionnelle. Mais ça m'intéresse parce qu'en fait, dans la logique de la perspective actionnelle, ce ne serait pas de la prolongation. Ce serait l'objectif initial de l'unité didactique. Et toute l'unité didactique, y compris la documentation, y compris le travail sur la langue, serait mis en cohérence par rapport à cette idée de rendre les élèves capables de réaliser ces mini-projets. Alors, revenons à nos moutons, en l'occurrence, c'est notre mouton version originale 3. Voilà ce qui est proposé dans la dernière activité sur cette unité didactique sur la décroissance. En petit groupe, pour moi, warning déjà, en petit groupe, ça veut dire approche communicative. Parce que sinon, en perspective actionnelle, c'est en grand groupe, quitte ensuite à dire on va préparer en petit groupe. Mais l'objectif est toujours le collectif de la classe. Expliquez à vos camarades ce que vous faites pour économiser les ressources, préserver l'environnement, tous ensemble, échanger vos idées et vos arguments. Vous voyez, on est sur la logique de la communication qui est une logique de multiplication des échanges en classe. C'est pour ça qu'on fait travailler par petits groupes, au moins au départ. Ensuite, chacun explique à la classe les nouvelles idées qu'il a découvertes, s'il a changé d'opinion et quel comportement personnel il est prêt à modifier. Là aussi, on est sur une opération de démultiplication de l'intercommunication communicative, alors que dans la logique de ce qui est proposé là à gauche en prolongé, eh bien, on est sur une logique collective. Alors que là, on termine, si vous voulez, une unité uniquement sur un échange d'idées, mais cet échange d'idées ne débouche pas sur un travail collectif ou sur une production collective. C'est pas une critique que je fais de version originale 3, sûrement que Émilie doit s'ouvrir aussi, mais c'est tout à fait légitime de se contenter de ça dans un manuel, hein. Mais je dirais plutôt que c'est à l'enseignant et aux élèves d'en décider, quoi. Et que si certains veulent aller du côté du micro-projet, eh bien, ils devraient pouvoir solliciter ChatGPT ou Perplexity pour avoir ce type d'idée. Et ce serait au début de l'unité didactique. Et ensuite, le système d'IA, on le solliciterait pour proposer éventuellement une réorganisation générale de l'unité didactique. Ils sont capables de faire ça, même s'il faut vraiment revenir ensuite sur le détail, de manière à faire de cette unité didactique, à faire de l'une de ces tâches de prolonger là, de faire le principe de cohérence de l'ensemble de l'unité didactique. Voilà. Pourquoi je remets ça ici? On n'arrête pas le progrès. Alors oui, parce que maintenant, ce que je vais vous montrer va porter sur l'ensemble de l'unité didactique, justement. Donc, vous vous rappelez, je prends comme idée cette tâche. Vous voyez, l'unité didactique, elle est annoncée en perspective actionnelle, hein. À la fin de cette unité, nous réaliserons un débat d'idées sur la décroissance. Voilà. C'est pour ça que les deux questions ou consignes finales ne sont pas en adéquation tout à fait avec la perspective actionnelle. Ok. Alors voilà une requête. Eh bien, je reviens justement sur la page qu'on vient de voir. Ok. Au lieu de tâches communicatives, je viens d'en faire l'analyse. Proposez-nous un scénario de mini-projet en perspective actionnelle. Alors, j'aurais pu demander, mais je l'ai pas fait ici parce que vraiment, ce serait trop long.
Je ne lui ai pas demandé de tout réorganiser l'unité didactique, mais vous pourrez faire l'expérience et vous verrez qu'il y a sûrement des idées les idées que les élèves eux-mêmes, avec l'aide du professeur éventuellement, bien entendu, pourraient utiliser pour réorganiser l'unité didactique. Alors on est sur un cas d'augmentation méthodologique. C'est une unité didactique qui se termine en perspective, en approche communicative. J'augmente les choix méthodologiques en me donnant la possibilité, grâce à la démarche que je vous ai montrée, en me donnant la possibilité, aux élèves, les élèves se donnent la possibilité de faire une augmentation méthodologique, c'est-à-dire de faire le travail final, de réorganiser l'unité en perspective actionnelle. Là, je me contente de la tâche finale, si vous voulez, de la production finale pour la mettre en cohérence avec ce qui est annoncé au début de l'unité. Vous avez eu le temps de lire la requête, ok? Vous avez les références des 2 fichiers que j'ai joints à la requête. Et donc, et puis vous avez là 2 autres modèles qui peuvent être utilisés avec ce type d'objectif. Et donc voilà la réponse générée par ChatGPT. Je vous avais dit que généralement, quand ça lui paraissait difficile, excusez-moi, je personnalise un peu le système, mais vous comprenez pourquoi, c'est pour aller plus vite. Il commence toujours par un rappel critique qui va lui permettre de justifier ensuite ce qu'il a fait. Voilà. Et donc, l'analyse qu'il fait, mais je veux dire, j'ai pas à le féliciter parce qu'en fait, il utilise tout ce que je lui ai donné moi auparavant dans les échanges que j'ai eus avec lui. Il fait une analyse, il simule une analyse tout à fait correcte du point de vue didactique des propositions de ce manuel à la fin, qui correspondent à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il s'agit d'une logique support communicative et non pas de la logique documentation avec la tâche, avec un mini projet. Voilà. Donc voilà la définition qu'il me donne à la suite. Donc tout ça, 1, 2, 3, 4, c'est la suite de la réponse de ChatGPT. Je me rappelle, oui, c'est lui. Voilà. Je vous laisse lire. Voilà la proposition de mini-projet. Mais vous avez vu que dans l'interrogation antérieure, il me proposait différents mini-projets. Mais bon, pourquoi pas celui-là? Voilà. Et donc, il me propose un mini-projet, et non pas plusieurs comme tout à l'heure, et il me propose des phases différentes qui sont classiques. Je vais pas le commenter. Les phases classiques les différentes choses que l'on fait en termes de lorsqu'on met en œuvre, si vous voulez, la logique projet. Ok. Les élèves, si ça moi ça me convient tout à fait parce que ça va être aux élèves ensuite de s'approprier, c'est le cas de le dire, ces différentes phases en y faisant ce qu'ils pensent de manière le plus autonome possible, ce qu'ils pensent. Maintenant, un système d'IA peut très bien rentrer à l'intérieur de chacune de ces phases en contexte et vous proposer les documents, vous proposer le travail en grammaire, etc. Voilà. Et donc, je vous parlais de la notion d'augmentation méthodologique. La dernière partie de la réponse de ChatGPT, c'est parfait pour moi. Ce qu'il annonce là, c'est justement des éléments d'augmentation méthodologique. Voilà. Voilà des augmentations méthodologiques proposées par ce système d'IA par rapport à l'approche communicative qui est mise en œuvre dans les propositions de la tâche finale de cette unité de version originale 3. Question, Émilie, je il peux me reste fermer? combien de temps? Alors là, normalement, plus rien. Eh ben c'est bien. Mais voilà, si tu peux dire, voilà, on va te laisser quand même quelques minutes supplémentaires, mais si on veut laisser un peu d'échange avec le public surtout, donc Bah oui. encore Écoute, 3-4 minutes, quoi. je me prends 5 minutes. J'ai Oui, bien oui, entendu très bien. 5. La Oui, la communication est très mauvaise, 5, excuse-moi. ok. Bon, mais je vous renvoie au texte. Mais si vous voulez, je transfère à Émilie mon PowerPoint en version PPTX, ce qui vous permettrait et vous lui demandez, je l'autorise à transmettre ce PowerPoint entièrement. Et donc, dans la version PPTX, contrairement à la version PDF, vous pourrez vous contenter de cliquer sur les différents liens et vous avez automatiquement les textes qui vont s'afficher par derrière. Voilà. Donc voilà, avec mes excuses pour ne pas avoir
su gérer encore une fois mon temps, mais c'est une vieille habitude depuis mon stage d'agrégation qui remonte à 1971, voilà, j'aurais pas dû le dire. Euh, eh bien, je n'ai jamais pu très bien gérer le temps, ni le temps d'enseignement, ni le temps de conférence. Mais je pense qu'il valait mieux, entre guillemets, perdre du temps sur la démarche pratique, parce qu'encore une fois, ce que je vais dire maintenant de façon très rapide, ça n'est que l'auxiliaire de ce que je voudrais que les élèves soient capables de faire en coordination, en collaboration avec l'enseignant, c'est-à-dire la praxéologisation de modèles didactiques qui vont leur permettre, avec l'assistance de l'intelligence artificielle, de générer eux-mêmes de l'augmentation méthodologique parmi lesquelles ils vont pouvoir choisir collectivement, en groupe, et là ils vont se mettre en groupe, collectivement des séquences de différenciation méthodologique qu'ils vont gérer eux-mêmes par groupe. Voilà. Et puis ensuite, comme vous avez vu dans l'exposé de ma démarche, et ensuite, bien entendu, une mise en commun. Le cadre théorique de la démarche, voilà, on n'aura pas le temps de voir tout ça. Je vous renvoie vraiment à ce document 2025L que vous avez à l'écran, parce que je viens de le terminer hier soir. Et donc, il va être publié dans la rubrique Mes travaux de mon site, demain ou après-demain ou plus tard. Et c'est un essai d'une 60aine de pages où vous verrez développer de façon beaucoup plus serrée, si vous voulez, du point de vue argumentatif, tout ce que je vous ai dit ici. Ça tombe bien, je vais me contenter uniquement du manuel. Pourquoi le manuel? Pourquoi le manuel? Attends, à deux choses. Parce que ça semble des paradoxes. Donc je vais me contenter, voilà, ça y est, j'ai trouvé ce que je vais dire dans les 5 minutes et demie, hein, Émilie, qui me reste. Je vais me contenter de justifier pourquoi le manuel et pourquoi une différenciation collective. Parce que pourquoi le manuel en différenciation, ça semble déjà paradoxal, puisque le manuel, par définition, c'est déjà un guide, un support constant de travail collectif. Là, pourquoi partir du manuel pour faire élaborer par les élèves, encore une fois avec l'aide de l'enseignant et l'assistance de l'IA, pourquoi leur faire élaborer des séquences de différenciation collective? La raison, vous l'avez là, et vous avez déjà lu. C'est un postulat, donc on peut me le discuter. Mais comme je vous disais au début de ma conférence, la finalité de la recherche et de l'intervention didactique des langues de la part des chercheurs, c'est pas de faire de belles expérimentations qui vont donner lieu à une belle conférence, mais c'est de proposer aux enseignants des, des modifications immédiatement, qu'ils peuvent s'approprier immédiatement pour voir si elles peuvent leur permettre de modifier leurs pratiques ordinaires, les pratiques ordinaires de la classe. Dans, dans une perspective justement de différence entre innovation et changement, le changement, c'est du pérenne et c'est du général. On ne va pas obliger tous les enseignants, bien entendu, à utiliser l'IA, ni tous les élèves. D'ailleurs, un des principes éthiques, c'est que, en tout cas, je crois que c'est dans un texte du Canada qui joue pour l'université, mais ils sont souvent plus soucieux que nous en France des libertés individuelles. L'un des points de la charte, c'est que l'enseignant ne pourra obliger aucun élève à utiliser l'IA s'il n'en a pas envie. Voilà. Je ne sais pas, oui, c'est pas tout à fait dans la tradition pédagogique française qui est quand même beaucoup plus énergique, entre guillemets. D'accord? Donc voilà, vous avez lu ça, le manuel. Et donc, pourquoi c'est important? Alors, je prends une citation très récente, vous voyez, du 21 décembre 2025. C'est sur un site que vous connaissez peut-être, Question de classe, qui est très orienté gauche et même extrême gauche. Mais comme toutes les orientations de gauche et d'extrême gauche en pédagogie, il s'inspire énormément de la pédagogie de l'émancipation, dont je vous ai parlé au début de ma conférence. Et vous voyez, c'est vraiment une militante, comme on dit. Mais vous voyez au bout de 10 ans ce qu'elle dit, il faut chercher des idées simples à mettre en œuvre pour ne pas perdre de vue notre ambition coopérative et démocratique sans pour autant s'épuiser. Voilà. L'idée de soutenabilité des innovations, c'est une idée absolument essentielle pour que l'on puisse passer justement de l'innovation au changement, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est concernant le manuel. Concernant, ça c'est la différenciation méthodologique, elle vise à compenser deux inconvénients des manuels, la différenciation en elle-même, si vous voulez.
la fonction d'enseignement collectif fait que le manuel, si on l'utilise de façon rigoureuse, entre guillemets, maintient un niveau élevé de directivité, et c'est les mêmes contenus, les mêmes activités qui ne conviennent pas forcément à tous les élèves. Donc le manuel utilisé de façon rigoureuse, c'est vraiment un outil d'anti-différenciation. Et c'est pour cela que je considère que le manuel est essentiel, mais j'essaye quand même d'utiliser l'IA pour quelque chose qui me paraît intéressant en didactique, c'est-à-dire de corriger des inconvénients structurels de l'utilisation du manuel. Voilà, donc d'où la stratégie de remédiation dont je vous parlais tout à l'heure. Okay, en maintenant les activités de différenciation dans un cadre compatible avec le maintien de la progression collective. Parce que l'un des problèmes structurels de la différenciation didactique ou pédagogie différenciée, c'est qu'à un certain moment, il est difficile de continuer avec des séquences collectives. Parce que chaque groupe a commencé à faire beaucoup de choses extrêmement différentes, donc eh bien, ressentent des besoins différents et la nécessité de continuer dans la lignée de ce qu'ils ont fait. Donc c'est parfois très difficile après les séquences de pédagogie différenciée, je ne sais pas si vous en avez fait dans la classe, de dire bon maintenant on revient en groupe classe. Ça passe mal parfois. Voilà. Alors la différenciation, bon, ben vous lirez tout ça, vous voyez. Je parle de différenciation des apprentissages et non pas de pédagogie différenciée parce que derrière pédagogie différenciée, il y a pédagogue et donc enseignant. Et ça, c'est la tradition plutôt du sud de l'Europe, où c'est l'enseignant qui pilote la pédagogie, la différenciation didactique. Alors que dans les pays anglo-saxons, j'espère que les spécialistes correspondants ne me contrediront pas ici, on ne parle pas de pédagogie différenciée, on parle d'apprentissage différencié, open learning ou offeness learning, en anglais et en allemand. Et donc, j'ai pris le concept de différenciation des apprentissages. L'une des praxéologisations du modèle de la démarche que je propose, c'est le niveau d'autonomie, justement. Avec les élèves qui ont besoin d'accompagnement ou les élèves plus jeunes, le niveau d'autonomie des élèves sera relativement limité. Par contre, avec des élèves plus motivés, qui veulent eux-mêmes s'engager dans leur apprentissage, et avec des élèves plus avancés, il sera possible d'aller pratiquement jusqu'aux propositions de la pédagogie de l'émancipation, des pédagogies actives de ces pédagogues des années 70, c'est-à-dire que c'est les élèves pratiquement qui prennent en main, si vous voulez, la classe. Bon, rêvons un peu, ça fait du bien. Voilà. Et donc, parmi les domaines de différenciation que j'ai travaillé, vous avez ici la référence correspondante, eh bien, il y a les méthodes. Donc, je me concentre sur pourquoi la différenciation des méthodes. Parce que aussi bien les objectifs que les contenus, que les supports, que les dispositifs, en tout cas, et même les aides et les guidages et les tâches, si vous utilisez un manuel, elles sont soit fixées par l'institution, soit pratiquement imposées par le manuel que vous utilisez. Et le seul espace de vraie liberté des enseignants, qui correspond à ce qu'on appelle justement la liberté pédagogique, qui est revendiquée à juste titre par toutes les associations de professeurs, et pas pour des raisons de libertarisme, mais tout simplement parce que pour des raisons de praxéologisation. Il n'y a que sur les méthodes que les enseignants et les élèves peuvent véritablement discuter. Ils ont le même support sous les yeux, ils ont les mêmes objectifs institutionnels. La classe, ils sont 30 dedans, le dispositif, on ne peut pas le changer. On sait que l'aide et le guidage, il va falloir qu'ils soient à un niveau relativement élevé parce qu'il y a énormément d'élèves, mais on peut quand même au minimum jouer sur les méthodes. L'entrée par la différenciation des méthodes, c'est à mon avis l'entrée à privilégier pour l'entrée en autonomisation et en responsabilisation des élèves. Voilà. Et puis vous lirez la suite de mon PowerPoint qui vous renvoie donc à cet article qui va apparaître bientôt et vous verrez tout ce que je dis sur la partie cette fois-ci pédagogique, c'est-à-dire les idées de pédagogie de pédagogie différenciée ou de différenciation didactique, les idées d'autonomisation et de responsabilisation des élèves. Voilà, je vous remercie avec mes excuses pour avoir été un peu plus long que Merci d'habitude, mais beaucoup. j'aurais dû m'en douter. Merci beaucoup pour cette conférence très riche et très dense qui va susciter, je suis sûre, des questionnements parmi notre public.
Et Claire Tardieu qui va prendre la parole. N'hésitez pas à donner votre identité avant de prendre la parole. Merci, Ewen. Bonjour Christian, c'est Claire, hein, Claire Tardieu. Donc, je suis très contente de te voir, hein, en bonne forme. Bonjour. Voilà. Donc, oui, c'est très intéressant. Donc, les sept logiques dont tu as parlé, en fait, sont vraiment très utiles. Moi, je m'en suis servie souvent avec mes étudiants, hein, en séminaire, etc., pour leur faire analyser des manuels. Et voilà, c'est vraiment très, très intéressant. Justement, tu as dit une chose qui m'a interpellée, que c'est toujours très clair quand tu expliques. Et tu as parlé du travail en petit groupe qui correspondrait plus à l'approche communicative par rapport au travail collectif, ou du moins une visée collective qu'on a bien vu dans la proposition de tâche finale faite par l'IA et qu'on trouve aussi dans les manuels d'anglais, hein, assez souvent. Et donc, Ouais. tu as bien fait la distinction entre le travail en petits groupes qui serait caractéristique de l'approche communicative où on doit échanger, c'est la finalité finalement, alors que dans l'approche actionnelle, on est davantage tourné vers la production d'un projet commun, enfin d'un outcome, comme on dit en anglais, un produit final qui a un sens social, etc. Et donc, je me rappelle que tu avais écrit aussi un article, euh, c'est par rapport au cadre théorique ma question, parce que tu n'as pas eu le temps de l'expliciter, je pense. C'est par rapport au fait que tu avais écrit que l'approche actionnelle représentait une rupture épistémologique par rapport à l'approche communicative. Et je me demandais si tu pourrais pas justement développer un petit peu sur cette question-là. Parce que beaucoup de didacticiens voilà, disent que c'est dans la continuité. Et toi, tu étais pratiquement le seul à dire que ça n'était pas dans la continuité. Donc, voilà ma question. Bah, Merci d'avance. la preuve, elle est donnée, je pense, par, par la conception même de l'unité didactique que j'ai utilisée. Tu me diras si tu es d'accord. Mais on voit très bien que le message perspective actionnelle, il est très bien passé. Je dirigeais j'étais à la manœuvre, ok, en ce qui concerne la conception globale de chaque unité didactique et du manuel. Donc on part sur une annonce, nous allons réaliser tel projet commun, ok. Mais pour ne rien vous cacher, Émilie Perrichon, je l'avais recrutée pour l'occasion. Elle avait déjà fait sa thèse sur la perspective actionnelle avec moi, mais elle pourra vous témoigner que on a eu énormément de difficultés à faire passer la logique de la perspective actionnelle auprès des deux autres auteurs qui étaient formés et qui avaient déjà fait les deux premiers niveaux orientés approche communicative. Okay, et ça a été, tu parlais de rupture, ben, en l'occurrence, il y a eu rupture dans l'équipe et ces deux premiers auteurs se sont retirés de la conception de version originale 4. Eux-mêmes, si vous voulez, ont vu que la perspective actionnelle, si on veut l'utiliser de façon systématique, cohérente, amène effectivement à des ruptures par rapport à l'approche communicative. Euh, ce que tu as parlé d'épistémologie, je pense que c'est important. Ce que je n'arrive pas à faire comprendre depuis 2002, c'est-à-dire la première lecture de la version finale du cadre européen commun de référence, c'est que pour la première fois, une rupture par rapport à une méthodologie antérieure ne signifie pas d'abandonner cette méthodologie. Et que de la même façon, je vous ai présenté tout à l'heure l'opération de praxéologisation. Cette opération, elle doit aussi s'effectuer sur un des modèles que je n'ai pas eu le temps de montrer, mais que vous allez comprendre. C'est un modèle de présentation des différentes logiques méthodologiques, des grandes logiques méthodologiques, c'est-à-dire justement des logiques de ces méthodologies constituées. Méthodologie active précommunicative, méthodologie approche communicative et approche et perspective actionnelle. Un enseignant compétent est un enseignant qui a aussi ces différentes méthodologies en tête et il les a dans sa tête comme une modélisation qu'il doit utiliser pour praxéologiser ces modèles pratiques. Il a dans la tête l'approche communicative, moi j'ai rien contre l'approche communicative, mais elle ne peut pas correspondre toujours
aux besoins et aux envies des élèves. Je vous disais tout à l'heure, voilà, il y a peut-être que les élèves vont considérer qu'un des documents de cette unité 4 que je vous ai présenté, eh bien, ça les intéresse particulièrement parce qu'ils viennent justement de voir ça en sociologie, ou qu'ils viennent de voir un document beaucoup plus intéressant que celui-là en éducation aux médias et à l'information. Et ils vont apporter ce document eux-mêmes. C'est la logique de la perspective actionnelle, par exemple. C'est que les élèves eux-mêmes vont participer, au moins pour compléter la documentation. Ça, vous ne le trouvez pas dans les manuels communicatifs. D'accord? Dans un manuel actionnel, forcément, la dernière tâche finale, c'est une évaluation de la manière dont on a réalisé l'action tout au long de l'unité didactique. Vous ne trouvez pas ça dans les manuels communicatifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire des combinaisons ou des articulations chronologiques entre les différentes méthodologies. Considérer l'ensemble de ces méthodologies historiques comme faisant partie du patrimoine historique de la didactique, de même que les différentes tâches de travail sur la grammaire, de même que les différentes tâches de traitement didactique des textes, les considérer comme un patrimoine historique, donc la didactique qui s'est enrichie au cours de l'histoire, et augmenter la méthodologie, ça va justement, c'est justement aller exploiter cette richesse méthodologique de façon à faire une pratique d'enseignement-apprentissage qui soit justement praxéologisée à partir de ces différents outils d'augmentation méthodologique que sont les différentes méthodologies constituées. J'ai un article sur mon site que tu pourras peut-être retrouver si tu ne l'as pas vu passer, qui s'intitule, je crois, Approche communicative et perspective actionnelle, deux méthodologies opposées et complémentaires. La praxéologisation repose sur l'idée de complexité de la pratique. On ne peut pas savoir à l'avance de quelle manière on va réaliser telle ou telle tâche, et qu'on va obtenir tel ou tel objectif. Et donc, il faut avoir une grande diversité, si vous voulez, d'approches, de méthodes, de techniques, de démarches possibles. Merci beaucoup. C'est l'éclectisme un petit peu, donc, mais je veux pas monopoliser la parole, je vais la passer à Oui, on aurait de quoi discuter discuter entre nous. des... On aurait de quoi discuter entre nous là-dessus, hein, c'est sûr. Hein. Mais si vous voulez, si je reviens, je parlais d'épistémologie, j'ai pas focalisé là-dessus. Ce qui change avec la perspective actionnelle, c'est pas le fait qu'il y ait une nouvelle méthodologie qui devrait remplacer les autres, mais c'est que pour la première fois, c'est une méthodologie qui peut faire la synthèse de toutes les autres. Parce que si vous réalisez un travail complexe, vous pouvez avoir besoin, vous avez forcément besoin à un certain moment d'analyser de manière approfondie des documents. Ça, c'est la méthodologie active précommunicative. Vous avez forcément besoin de vous mettre d'accord, de vous concerter entre vous, de discuter de ce que vous allez faire, ce que vous avez fait, de rendre compte de ce que vous avez fait par petits groupes. Ça, c'est l'approche communicative. Et tout ça, en fait, devient, si vous voulez, des moyens, mais des moyens absolument indispensables au service de la perspective actionnelle. Ce que propose la perspective actionnelle, c'est de revoir l'ensemble des méthodologies et de les mettre en cohérence. Si cette cohérence de la perspective actionnelle ne vous convient pas, moi, ça ne me gêne pas, si vous voulez, que vous fassiez d'autres types de combinaisons et d'articulations. Mais il me semble dommageable de ne pas profiter de la richesse méthodologique de la discipline pour justement l'exploiter au service de la différenciation méthodologique. Et tout ce que la différenciation méthodologique va provoquer en fait en termes de modification des relations enseignement-apprentissage dans la classe. C'est beaucoup plus les effets de cette différenciation méthodologique, c'est autant les effets de cette différenciation méthodologique assumée par l'enseignant en classe, en elle-même, c'est beaucoup plus ce que ça va impliquer, ce que ça va provoquer en termes de modification des relations enseignement-apprentissage. Bonjour, alors je suis élève en master didactique des langues FLE et j'avais une question par rapport à l'écriture du coup des prompts parce que vous disiez à un moment que l'objectif était d'amener les élèves par petits groupes à travailler d'eux-mêmes avec l'IA
poser leurs questions et avoir une méthodologie différenciée. Et moi, du coup, c'est par rapport en fait au niveau de langue qui va être nécessaire pour communiquer avec l'IA. Si on prend l'exemple d'une classe de niveau A1 et d'une classe de niveau B2, la connaissance de la langue est différente. Et du coup, est-ce qu'il faut obligatoirement passer par la langue cible, que ce soit pour le français ou l'espagnol, pour communiquer avec l'IA, ou est-ce qu'on peut la faire par la langue maternelle de l'apprenant? Eh ben, merci, vous avez posé très exactement, vous m'avez donné un très bon exemple de questionnement praxéologique. Et si je vous renvoie aux différents critères de praxéologisation que je vous ai présentés tout à l'heure, parmi les critères de praxéologisation, il y avait l'utilisation de la langue 1, langue 2, puis on peut ajouter L2 plus N. Il est évident que ce n'est pas avec des débutants que le travail de concertation, de décision de sur quel point du manuel on va travailler, comment vont se constituer les groupes, comment on va s'organiser pour le travail, il est évident qu'avec des enseignants, avec des élèves débutants, ça va se faire en langue maternelle, ou en langue 1, excusez-moi. Ça va se faire en langue 1. Ou une fois les groupes constitués, si parfois il y a des langues maternelles communes, eh bien en langue maternelle. Ça, c'est à l'enseignant à le décider en collaboration avec les élèves qui vont dire, mais de toute façon, les élèves, normalement, s'il y a de bonnes relations enseignant-élève, on dit, mais monsieur, on peut pas faire ça en français langue étrangère, c'est pas possible. Eh ben, si on considère que c'est important, mais qu'on ne peut le faire que en langue maternelle, à votre avis, qu'est-ce que va faire un enseignant s'il considère que c'est important? C'est une question économique. Je vous parlais de relation entre didactique et économie. C'est une question de coût-bénéfice. Est-ce que vous considérez que le travail qui aura été fait en langue maternelle, ça a un coût? Parce que pendant ce temps-là, les élèves n'échangent pas en langue étrangère. Et c'est comme ça qu'ils apprennent aussi la langue étrangère. Est-ce que le coût, est-ce que ce que vous avez payé pour faire ce travail en langue maternelle, le coût que vous avez, ce que vous avez payé est moins important que ce qu'ils ont gagné, qui est de se mettre d'accord entre eux, de décider entre eux, d'avoir l'impression qu'ils ont la main en quelque sorte sur leur apprentissage, qu'ils peuvent discuter presque à égal avec l'enseignant, parce que si tout ça, ça se passe en langue étrangère avec des débutants, l'enseignant, là, c'est lui le grand chef. Hein. C'est le Trump actuel. Il peut faire absolument tout ce qu'il veut parce que les élèves, même s'ils ne sont pas d'accord, ne pourront pas s'exprimer correctement. Donc, on rentre là, merci pour votre question, parce qu'en fait, on rentre là dans une pédagogie qui n'est pas dans la tradition du français langue étrangère. Et je crois dire aussi qu'elle n'est pas énormément dans la tradition de l'enseignement des langues vivantes étrangères en France. La pédagogie de groupe, c'est connu. La pédagogie active pour solliciter la parole des élèves, c'est connu, c'est utilisé. La pédagogie de projet, depuis une vingtaine d'années, c'est connu aussi. La pédagogie différenciée, c'est connu aussi. Il y a une pédagogie, par contre, qui va être mobilisée pour traiter, et donc pour répondre à la question que vous posez, qui n'est pas dans les traditions, encore une fois, en France, et je pense que ça remonte quand même à la tradition très directive, très verticale de la société française, c'est la pédagogie de contrat. D'accord, Et merci ça, beaucoup. vous m'avez posé une question, je vous renvoie, vous tapez pédagogie de contrat sur un système d'intelligence artificielle, et vous allez voir que c'est une pédagogie qui a une très longue trace historique, et qui est forcément impliquée dans la pédagogie de projet. Forcément. D'accord. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Ah, une dernière question. Vous pouvez m'écrire à partir de mon site, il y a un lien me contacter. Je réponds à toutes les questions. Bonjour monsieur, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Zanouba, une étudiante au master didactique des langues et ingénierie de la formation. Personnellement, l'IA est vraiment très intéressant parce que là, on dit vraiment que il va prendre le rôle de l'être humain. Moi, j'aimerais faire une expérience durant mon stage en amenant mes apprenants à utiliser l'IA générative. Mais de ce fait,
comment je pourrais vraiment prendre ou analyser ces pratiques que j'aimerais faire durant mon stage? Parce que déjà, l'IA générative donne différentes réponses alors qu'on a posé la même question. Donc, comment je pourrais relever ces informations dans ma classe ou pour observer et pour analyser tout ça? Vous voulez me dire comment analyser les pratiques qui seraient faites en classe à partir de mes propositions ou des vôtres qui ressemblent à mes propositions, c'est ça? Non, en fait, je vais amener mes apprenants à utiliser l'IA en leur donnant le prompt. Mais l'IA donne différentes réponses. Comment je pourrais observer et analyser l'IA par rapport à ça? Je comprends pas. Vous allez analyser ce que je pense que vous pouvez analyser, c'est la pertinence des réponses de l'IA en elle-même par rapport à la requête, ou analyser la pertinence des réponses de l'IA par rapport aux besoins de vos élèves. Moi, je ne vois pas d'autre chose, si vous voulez, pour répondre à votre question. Je signale quand même au passage, si vous voulez, que la finalité éducative qu'il y a derrière ma démarche, c'est celle de formation à la citoyenneté numérique. Or, l'IA est massivement utilisée, mais vraiment massivement utilisée, pour l'instant, dans les propositions en didactique, pour une assistance individuelle des élèves. Du point de vue de l'enseignant, pour son enseignement collectif. Mais du point de vue des élèves, c'est massivement orienté personnalisation des apprentissages dans le sens de individualisation des apprentissages. Or, si on est sérieux, ou si on est cohérent, disons, pour ne pas moraliser la chose, la finalité de formation à la citoyenneté numérique implique non seulement une réflexion collective, mais un usage collectif de l'intelligence artificielle. Et c'est la raison pour laquelle, dans ma démarche, j'implique ou je propose à l'enseignant d'impliquer immédiatement les élèves déjà en amont de la requête, dans ce qu'ils veulent faire, en l'occurrence en termes de variation, d'augmentation méthodologique, et ensuite les impliquer dans la rédaction elle-même de la requête. Voilà, je suis désolé, mais j'ai du mal Merci à cerner beaucoup. votre question. J'espère qu'elle vous aura quand même convenu. Merci Christian. Je sais si on va peut-être clore le temps d'échange. Merci beaucoup pour cette conférence riche et puis on a bien Je rappelle illustré. seulement, Émilie, je me permets de rappeler que je vais t'envoyer mon PowerPoint, Oui, d'accord, c'est ce version que j'allais dire. PPTX, et que tous les présents ici dans la salle savent qu'ils peuvent te le demander et que tu as mon autorisation pour le diffuser librement. Ça leur permettra de cliquer directement sur les liens qui leur renvoient à mes différentes publications. Merci Et beaucoup. je réponds à toutes les questions qui me sont posées par courrier électronique. Voilà, c'est pas pour de faux qu'il dit ça. C'est pas une Je simple. réponds, je réponds même pour dire que je ne vais pas répondre. Oui, Vous avez voilà. parfois des étudiants à peu près de 120, 130 pays différents qui m'écrivent, il y a une centaine par jour, et j'ai parfois des demandes du type, voilà Monsieur Puren, je viens de choisir mon sujet de mémoire ou de thèse, est-ce que vous pouvez m'envoyer la bibliographie? Ah bah oui, pourquoi pas. Voilà, et donc je réponds en leur expliquant longuement pour quelles raisons je ne vais pas leur donner la bibliographie, mais j'en profite pour faire un petit peu une part de formation qu'apparemment ils n'ont pas eu encore, quoi, hein, qui est Ouais. que la recherche bibliographique fait partie de la recherche tout court. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, et puis je souhaite bon courage, bonne chance à tous les étudiants présents pour l'année.